Je venais de poser mon téléphone et j'étais sur le point de tirer la couverture sur moi quand l'écran s'est illuminé. Un e-message de mon mari est apparu, « Si j'ose divorcer, oses-tu » Je me suis figé. Mon esprit s'est vidé, ma main serrant toujours le téléphone, les yeux fixés sur cette ligne de texte froide et sans émotion. Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour demander, un autre son a traversé mes pensées. La voix de James, basse et murmurée, mais pleine d'intention, venant de son téléphone. « J'ai pris ma décision pour toi, dit-il, presque en suppliant. Et toi ? Je n'ai pas eu à réfléchir longtemps. J'ai compris immédiatement. Il suppliait une autre femme, une femme qu'il n'avait même pas encore gagnée, mais pour laquelle il était déjà prêt à me trahir. Je suis resté là, paralysé pendant quelques secondes. Mes instincts me criaient de le confronter, de lui arracher le masque qu'il portait. Mais quand je me suis tourné vers lui, l'écran dans sa main s'était déjà retourné sur une application de vidéo courte diffusant des clips dénués de sens en boucle, comme si ce message n'avait jamais existé. J'ai ouvert e-message, j'ai fait défiler de haut en bas, j'ai vérifié encore et encore. La ligne était toujours là. Je ne l'avais pas imaginé. Mon cœur battait si fort qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour simplement retrouver mon souffle. Mon sang semblait gelé. Ce message n'était pas pour moi. C'était pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un pour qui il était prêt à jeter toute notre famille. Je me suis retourné, les yeux fixés sur lui, essayant de trouver un signe qui dénierait ce qui devenait de plus en plus clair. Mais James n'a même pas remarqué comment je le regardais. Il s'est redressé, a passé ses mains dans ses cheveux, son visage plein d'agitation. Puis soudain, il a jeté la couverture, et est sorti du lit. En ouvrant la porte de la chambre, il a semblé se souvenir de quelque chose et s'est retourné vers moi, sa voix décontractée, comme si rien ne s'était passé. Je vais dehors prendre un appel professionnel. Va dormir d'abord. Ne te réveille pas, la porte s'est fermée. Et dans l'obscurité, il n'y avait que moi. Et ce message, toujours illuminé sur l'écran comme un couteau planté droit dans ma poitrine. Je suis resté là dans le noir, les yeux fixés sur la porte du bureau qui venait de se fermer violemment. L'écho de ce coup a résonné dans ma tête comme un marteau brisant le peu de paix qui me restait. James était comme ça depuis qu'il s'était levé de table après m'avoir réprimandé pour une simple question. Il avait retourné son téléphone face contre table, ignorant le carillon incessant. Appel après appel, j'ai mis un autre morceau de viande dans son bol, ma voix tremblante, essayant de rester calme. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Tout ce que j'ai obtenu en retour fut un cri furieux, tranchant comme une lame. « Qu'est-ce que tu veux dire, qu'est-ce qu'il y a ?» aboya-t-il, frappant sa cuillère si fort que les plats s'entrechoquèrent dans la cuisine silencieuse. « Si je ne veux pas l'entendre, alors je ne veux pas l'entendre. C'est quoi le grand problème ? » Je me suis figé, tenant toujours l'assiette, mais tout mon corps semblait paralysé. James ne m'avait jamais parlé comme ça, pas avec ce ton de dégoût et de rage. Il s'est levé, a saisi fermement son téléphone, et a filé dans le bureau, me laissant seul avec une pile de plats froids et un cœur lourd. 2 heures ont passé. Il n'est jamais sorti, et je n'ai pas osé frapper. Mais maintenant, debout devant la porte de la chambre, j'ai entendu sa voix. Basse et pressée, s'infiltrant par la mince fente. « Sophie, ta mère est avec toi ?» a-t-il demandé, sa voix douce mais prudente, comme s'il parlait d'un secret qui ne pouvait être révélé. « Sophie ?» Ce nom m'a transpercé la poitrine. Un enfant ? Avait-il un enfant avec cette femme, ou était-ce juste un nom d'affection ? Mon esprit tournait, vide, à l'exception des battements de mon cœur et de la constriction dans ma gorge. La voix à l'autre bout du fil était trop douce pour être distinguée, mais James continuait de parler, répétant exactement les mêmes lignes que le message qu'il m'avait envoyé auparavant, comme un refrain cruel. « Si j'ose divorcer, oses-tu ? Je veux vivre avec toi et Sophie plus que quiconque. J'ai tout préparé pour être avec toi, mais le pas final doit être franchi ensemble, n'est-ce pas ? » Chaque mot, chaque phrase s'est traînée sur ma peau comme une pierre rappant contre la chair. J'ai senti mon corps sombrer sans m'en rendre compte. Je ne me souviens même pas quand je suis retourné au lit. Jusqu'à ce moment où James est revenu dans la chambre, ses pas étaient légers mais déterminés. La colère sur son visage avait disparu, remplacée par un calme glacial. Il m'a regardé, toujours éveillé, et un éclair de surprise a traversé son visage si rapidement que j'ai failli le manquer. « Pourquoi ne dors-tu pas encore ?» a-t-il demandé, sa voix douce mais forcée. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé,
cherchant dans ses yeux une trace de l'homme que j'avais aimé autrefois. Mais il n'y avait rien, pas de remords. Il a éteint la lampe de chevet, et l'obscurité a rempli la pièce. J'ai un rendez-vous client demain matin, dit-il calmement, comme si tout était normal. Pas besoin de me préparer le petit déjeuner. Il s'est endormi rapidement, le dos tourné vers moi. Son ronflement léger remplissait la pièce, régulier et rythmé, tranchant mes nerfs. Ça faisait mal, mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Je suis resté là dans le noir, pensant aux dernières semaines. L'humeur de James avait changé de manière notable il y a environ un demi-mois. Il était devenu irritable, distant, gardant toujours son téléphone à portée de main. J'ai essayé de l'ignorer, me disant que c'était juste le stress du travail. J'ai même appelé ma meilleure amie qui travaillait dans le même cabinet d'avocats. Le cabinet a eu quelques dossiers difficiles récemment. James gère le plus compliqué. Il doit être épuisé. Je l'ai cru. Je me suis convaincu que sa mauvaise humeur et son comportement étrange étaient dus au travail. Mais maintenant, allongé ici dans le noir, l'écoutant ronfler, j'ai esquissé un léger sourire amer. Je m'étais construit un mensonge réconfortant pendant que James se préparait à me quitter depuis le début. J'ai bougé légèrement, ma main tremblant alors que je me faufilais sous son oreiller et en sortais son téléphone. Il chargeait toujours sur la table de nuit, mais j'ai soudain réalisé que cela faisait longtemps qu'il ne l'avait pas laissé là la nuit. L'écran s'est allumé, dur et brillant dans l'obscurité. Le fond d'écran était toujours une photo de nous deux lors de vacances il y a 3 ans, tous deux rayonnants. Ce sourire me semblait maintenant une cruelle blague. Le mot de passe était toujours mon anniversaire. Tout semblait inchangé, mais en réalité, tout avait changé il y a bien longtemps. J'ai tapé sur l'écran, mon doigt planant sur le clavier. Je pouvais le déverrouiller, chercher des preuves, mais je me suis arrêté. Un sentiment étrange s'est installé. Pas de l'urgence, mais de l'épuisement. Qui était-elle? Qu'était Sophie pour lui? Peut-être que je ne voulais plus savoir. J'ai remis le téléphone sous son oreiller, le plaçant exactement où il était. Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Chaque fois que je fermais les yeux, ces mots de l'appel téléphonique résonnaient comme des lignes d'une pièce inachevée. J'ai tout préparé pour être avec toi. Si j'ose divorcer, oses-tu? Au matin, j'ai commencé à tout assembler. Je n'avais pas besoin de plus de preuves. James avait une liaison. Pas avec une fille célibataire naïve, mais avec une femme qui avait aussi sa propre famille. Sophie, le nom qu'il a mentionné hier soir, devait être son enfant. Mais ce qui m'a fait basculer, c'est une question. Pourquoi hésitait-elle? J'avais lu quelque part que les hommes qui trompent veulent rarement un divorce. Ils veulent les deux. La famille et la maîtresse, la sécurité et le frisson. Mais James était différent. Il ne voulait pas juste ça. Il l'avait planifié. Chaque étape, chaque mensonge. J'ai appelé ma meilleure amie. Elle venait de rentrer d'un voyage d'affaires. Je n'avais même pas dit un mot quand elle a soupiré. De quoi y a-t-il à être confuse? Et si elle divorçait en premier et que James renonçait à te quitter? Je suis restée silencieuse. Sinon, pourquoi aurait-elle renommé ton contact en une note? Elle ne voulait pas que tu saches. Elle veut juste garder ses options ouvertes. Garder le pouvoir entre ses mains. Sa voix a continué au téléphone, inquiète mais ferme. Fais comme si de rien n'était, dit-elle fermement, essayant de me réconforter. Reste calme. Regarde et vois. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir, essayant de respirer et de retenir la vague d'émotions qui déferlait dans ma poitrine. Mais juste à ce moment-là, le tintement des clés a retenti à la porte d'entrée. James est rentré tôt, ses pas lourds sur le parquet du salon. Il a jeté ses clés dans le plateau métallique près de la porte. Le son aigu tranchant le silence. Qu'est-ce qu'il y a? A-t-il demandé, sa voix plate, mais ses yeux suspicieux, se fixant sur les miens. Reste calme et vois quoi. J'ai figé, serrant mon téléphone, mon cœur battant si fort que j'ai eu l'impression qu'il allait éclater hors de ma poitrine. Comparé à son calme, j'avais l'air frénétique, tellement tendu que je me sentais ridicule. C'était lui qui trompait, et pourtant c'était moi qui avais l'air de cacher quelque chose de honteux. Sarah, toujours au bout du fil, a réagi plus vite que moi. Oh, c'est vrai, dit-elle, sa voix soudainement s'élevant comme si elle venait de se souvenir de quelque chose. Ce dossier de divorce que tu m'as aidé à régler. Celui sur la violence domestique.
Je ne t'ai jamais remercié. Aujourd'hui, la cliente a appelé et a dit que son mari pourrait être prêt à régler. Je savais que Sarah essayait de changer de sujet pour me sauver de ce moment étouffant. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la réaction de James. Son visage a brièvement affiché de la panique, ses yeux s'élargissant pendant une fraction de seconde avant qu'il ne le masque d'un sourire forcé, tout son corps se tendant comme si Sarah avait accidentellement touché un secret qu'il ne voulait que personne ne sache. Il s'est détourné, faisant semblant d'aller chercher un verre d'eau dans la cuisine, mais j'ai vu sa main trembler légèrement, de l'eau débordant du bord, dégoulinant sur le parquet en minuscules gouttes. Violence, divorce. Ces deux mots m'ont traversé l'esprit comme de l'électricité, illuminant tout d'une manière terrifiante. Hier soir, dans le bureau, j'avais clairement entendu la voix de James à travers la fente de la porte. Il n'y a que deux types d'abus. Soit ça n'arrive jamais, soit ça arrive sans fin. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas une question d'argent? Je peux te le donner. Cette phrase correspondait maintenant parfaitement à ce que Sarah venait de dire. Cette femme, la maîtresse de James, était coincée dans un mariage violent. Il ne la trompait pas seulement. Il lui faisait des promesses, offrait de l'argent pour acheter sa liberté, pour la rapprocher. Mais elle hésitait toujours, gardait encore le dessus, comme si elle ne croyait pas que James irait vraiment jusqu'au bout. L'année dernière, après que James ait été promu, il avait arrêté de prendre des affaires de divorce. Je me souviens encore de ce soir-là. Il était assis à table, la lumière du lustre jetant des ombres sur son visage fatigué. Les affaires de cœur sont difficiles à expliquer, dit-il, sa voix basse et lasse. Gérer le dossier, c'est une chose, mais réconforter le client, surtout les femmes, c'est épuisant. Il détestait jouer le thérapeute, détestait les larmes, les histoires brisées des autres. Les faibles honoraires n'étaient qu'une excuse. La vérité, c'est qu'il ne supportait pas le désordre émotionnel. Je me suis retenu, le choc montant dans ma poitrine, les yeux fixés sur James. Il n'était qu'à quelques pas, tenant toujours un verre d'eau, mais ses doigts se serraient si fort que ses jointures devenaient blanches, comme s'il pouvait sentir les soupçons suffoquer l'air. J'ai cligné des yeux, essayant de garder un visage neutre, mais chaque battement de cœur criait une vérité que je ne voulais pas affronter. James a remarqué mon regard. Il a rapidement parlé, sa voix légèrement plus forte, essayant de secouer la tension. C'est juste parce que c'est une amie de Sarah, dit-il, en haussant les épaules avec décontraction. Sinon, je ne l'aurais jamais accepté. Bref, vous deux, continuez de parler. Je vais à mon bureau. Ce n'était que quelques pas du salon à son bureau, mais il a marché rapidement, presque en trébuchant, ses épaules raides comme s'il fuyait mes yeux. La porte s'est fermée. Je me suis adossé au canapé, mes mains tremblant alors que je désactivais le mode haut-parleur, tandis que la voix de Sarah continuait à travers le téléphone, basse, douloureuse et pleine de tristesse. La cliente est victime de violences de la part de son mari depuis 10 ans, dit-elle avec lourdeur. Elle a essayé de fuir tellement de fois, mais il la ramenait toujours. Ou pire, ses propres parents la forçaient à revenir à cause de la religion. Après qu'ils aient eu une fille, elle n'avait même plus la force de résister. Sarah a soupiré, sa voix teintée de tristesse. J'ai entendu dire qu'elle est tombée enceinte de manière inattendue la première année de sa faculté, et sa famille catholique conservatrice du Midwest l'a forcée à se marier. Si ses parents n'étaient pas décédés l'année dernière, elle n'aurait probablement pas osé demander le divorce. J'ai hésité, la gorge sèche, comme si la question que j'allais poser allait tout faire s'effondrer. Cette cliente, son nom de famille est Moore. Sarah a marqué une légère pause, surprise. Oui. Moore. Samantha Moore. James t'en a parlé, par hasard? Ce nom, Samantha Moore, après toutes ces années, m'a frappé comme un tourbillon. J'ai serré la coudoir du canapé, mes ongles s'enfonçant profondément dans le tissu, essayant d'empêcher mon corps de trembler. Le dossier de Samantha Moore est en cours depuis au moins 6 mois, continua Sarah, ne réalisant pas mon silence de mort. Elle est venue au bureau ce jour-là, encore couverte de bleu. Je ne suis pas très doué pour les affaires de divorce, alors j'ai demandé à James de l'aider. Je ne m'attendais pas à ce qu'il accepte. Et les violences dans son cas, elle a fait une pause, sa voix soudainement inquiète. Attends, Anna, tu veux dire? J'ai serré mes lèvres, me forçant un sourire amer et moqueur. Mais ce sourire ne pouvait pas cacher la douleur qui déchirait ma poitrine. James avait toujours été un homme de principe. Il y a 2 ans, une amie m'avait contacté,
demandant à James de gérer une affaire de divorce. L'autre partie avait clairement trompé, des preuves solides. Pourtant, James s'était contenté de secouer la tête, la voix froide. « Je ne prends pas les cas impliquant des personnes que nous connaissons, dit-il, me regardant droit dans les yeux. Surtout pas les divorces. S'il ne prend pas les cas de gens qu'il connaît, alors qu'est-ce que Samantha Moore pour lui? Je me suis souvenu de notre époque à l'université, quand Samantha et moi étions camarades de classe. Nous ne nous aimions pas pour une raison franchement ridicule. Elle aimait un gars qui était proche de moi et me voyait comme une rivale. Je lui ai expliqué des dizaines de fois que ce n'était qu'un ami du lycée, mais elle ne m'a jamais cru, ses yeux toujours froids quand j'étais dans les parages. Puis James est apparu, un étudiant plus âgé avec un sourire chaleureux et une voix profonde. Rien ne s'était encore passé entre nous, mais avec Samantha, c'était différent. Elle s'accrochait à lui, agissait si familièrement que je pensais qu'ils finiraient ensemble. La tension entre nous s'est estompée finalement, mais il n'y a jamais eu de bonnes nouvelles. En deuxième année, Samantha a soudainement abandonné sans un mot. Elle m'a bloqué, James, et même notre équipe de débat sur Facebook. La prochaine fois que j'ai entendu parler d'elle, c'était 4 ans plus tard, quand James et moi venions de nous fiancer. Quelqu'un a dit qu'elle était tombée enceinte de manière inattendue. Elle a abandonné l'école pour devenir mère juste avant son mariage. Quand j'en ai parlé, James a simplement répondu « Oh. J'ai plaisanté, c'était ton premier béguin, n'est-ce pas? Pourquoi si froid ?» Il m'a regardé sérieusement, chaque mot. À l'époque, tout le monde dans l'équipe de débat pouvait voir qu'elle cherchait des querelles avec toi exprès. Je ne l'ai jamais aimée. Ces rencontres en tête-à-tête, c'était juste pour la calmer. Je ne m'étais jamais beaucoup préoccupé de James et Samantha. Ils disaient qu'ils ne l'aimaient pas. Alors j'ai agi comme si de rien n'était. Mais si rien ne s'était passé alors, qu'en est-il maintenant? J'ai suivi l'adresse que ma meilleure amie m'avait envoyée. Un restaurant de fruits de mer style Nouvelle-Angleterre où travaillait Samantha. J'ai conduit là-bas. L'unité de climatisation extérieure soufflait de l'air chaud, se mêlant à la forte odeur des sacs poubelles empilés devant la porte. Je suis entré, balayant les tables bondées, et puis je l'ai vue. Samantha Moore en tablier bleu foncé, les cheveux attachés, portant un plateau de nourriture avec des gestes fatigués mais habitués. Honnêtement, au premier regard, je ne l'ai pas reconnue. La Samantha de l'université avec son sourire arrogant et son regard perçant était maintenant émacié. Son visage était creusé, comme si le temps et des blessures invisibles l'avaient usé. Elle ne m'a pas reconnu non plus, pas même un regard. Je suis resté figé dans l'allée, le cœur battant. Mon plan de la confronter s'est soudainement évaporé. Elle est passée devant moi, son plateau légèrement incliné, sa voix plate et sans émotion. Si vous voulez manger, commandez au comptoir. Nous avons des lobster rolls aujourd'hui. À ce moment-là, toute ma colère, toutes les questions que j'avais prévu de lui jeter se sont dissoutes. Je n'ai pas ressenti de rage, seulement une étrange sorte de tristesse. J'ai acheté 2 lobster rolls à emporter et je suis parti sans dire un mot. De retour à la maison, le sac de nourriture est resté sur le comptoir de la cuisine, la légère odeur de fruits de mer flottant dans l'air. James est entré, ses yeux ont jeté un regard surpris en voyant le sac. « Ça sent quoi ?» a-t-il demandé, fronçant les sourcils, en retirant sa cravate et en la raccrochant un peu précipitamment. Il ne mangeait jamais ce genre de choses. Lobster rolls, homard, ou quoi que ce soit de la mer. Il disait toujours que l'odeur des fruits de mer le rendait nauséeux. Lobster roll? Ai-je répondu, ma voix douce mais vive, observant chaque micro-réaction. J'en avais envie d'un coup, alors j'en ai pris 2. J'ai tendu la main vers le sac et les yeux de James ont fusé instantanément comme un réflexe. Tu as vu ça? Il s'est raidi à nouveau. Ses épaules se sont tendues. Un sourire forcé a traversé ses lèvres. Tu n'as jamais mangé dans cet endroit avant, dit-il, en déballant un rouleau pour moi. Sa voix décontractée mais sondante, clairement dérangée. Dès l'instant où il a vu le sac de nourriture, quelque chose en lui avait changé. Ses doigts ont bougé plus vite. Ses yeux évitaient les miens. J'ai souri, un léger sourire de connaisseuse. Une nouvelle collègue m'en a parlé, dis-je. Ils ont dit que c'était super propre et frais. Tu veux essayer? J'ai pris le rouleau qu'il venait de déballer, les tenus près de ses lèvres, mes yeux fixés sur les siens, attendant. James a détourné la tête, un mouvement rapide mais maladroit. Je ne mange pas ça, dit-il,
sa voix un peu plus forte que d'habitude, comme si je venais de franchir une ligne invisible. Tu sais ça. Ce repas, je l'ai mangé délibérément lentement, bouchée par bouchée, savourant non seulement les fruits de mer, mais aussi le malaise rayonnant de James. Nous avons parlé brièvement du travail, de la façon dont il avait été occupé. Mais chaque phrase que je lançais était comme une petite lame, testant ses réactions. Puis j'ai lâché une phrase. Douce, mais vive. Oh, au fait, ce cas de divorce pour violence dont ma copine a parlé. C'est réglé maintenant? Les mouvements de James se sont figés. La dernière bouchée de lobster roll qu'il venait de déballer est soudainement tombée dans la pile de coquilles sur l'assiette, faisant un son doux mais clair. Il a levé les yeux, la panique brillant dans ses yeux avant qu'il ne la masque d'un sourire. Presque, dit-il, sa voix légèrement décalée. Ça devrait être fini d'ici la fin du mois. Il m'a placé le rouleau déballé devant moi comme pour conclure la conversation. Mange lentement, d'accord? Je vais me laver et retourner au travail. Sa silhouette s'est dépêchée comme s'il fuyait. Je suis resté là, regardant son dos, pressé, mal à l'aise, s'échappant. La pièce est devenue silencieuse. Tout ce qui restait était l'odeur de beurre à l'ail, des coquilles vides tachées de sauce, et une assiette de lobster roll qu'il avait soigneusement déballée pour moi, comme si rien ne se fissurait entre nous. Je suis resté là longtemps, sans reprendre une bouchée. James avait dit à Samantha qu'il était prêt à divorcer à tout moment, qu'il voulait vivre avec elle et Sophie plus que quiconque. Et pourtant, maintenant devant moi, il avait peur. Peur de quoi? Mon département a soudainement organisé un dîner de cohésion d'équipe. Quand mes collègues ont parlé de fruits de mer, j'ai mentionné à la légère le restaurant de Samantha. Je voulais y retourner, pas pour la confronter, mais pour voir comment James réagirait. Bien sûr, ce n'était pas son restaurant. Elle n'était qu'une serveuse, rien de plus. Quand j'en ai parlé à Sarah au téléphone, sa voix s'est élevée de surprise. C'est tout. James ne lui a pas donné d'argent. J'ai secoué la tête. Après avoir vu Samantha ce jour-là, j'ai secrètement parcouru tous les historiques de transactions de James. Chaque paiement, chaque reçu de ses cartes de crédit à ses comptes bancaires. Il n'y avait rien d'inhabituel. Pas un seul transfert à Samantha. Peut-être en liquide, demanda Sarah, sa voix sceptique. J'ai de nouveau secoué la tête. Non. Et il dit toujours qu'il l'aime. Sarah a presque crié, le déni clair dans son ton. Si Samantha avait pris de l'argent à James, peut-être que rien de tout cela ne serait si compliqué maintenant. J'ai réfléchi à tout ce qui concernait James. À Samantha. J'ai réalisé que beaucoup d'hommes naissent avec un complexe de sauveur. Ils se romantisent en tant que sauveteurs armés de colle pour réparer tout ce qui est cassé. Mais ils n'agissent pas à moins de rencontrer un certain type de femme. Et Samantha, avec sa vie brisée, était exactement ce type. Elle a obstinément refusé l'aide de James, refusé l'argent, refusé les promesses. Cette défiance, cette fragilité enveloppée de fierté, était exactement ce qui a réveillé son envie de conquérir. Le sentiment de perdre le contrôle, d'échouer à la sauver, pourrait être ce qui l'a hanté. Sarah a ri, sa voix teintée de surprise. Depuis quand comprends-tu si bien les hommes? Je n'ai pas répondu. La vérité est que je ne les comprends pas du tout. Mais après avoir vu Samantha de mes propres yeux, cela a soudainement pris sens. James ne voulait pas seulement l'aider. Il voulait être le seul à pouvoir l'aider. J'ai appelé le restaurant de fruits de mer, j'ai passé une commande de catering pour 20 portions. L'appel de James est arrivé juste au moment où notre voiture s'approchait du restaurant, le panneau au néon brillant à travers le pare-brise. Depuis que j'avais ramené le lobster roll, il avait commencé à accorder une attention particulière à mes allées et venues. Je savais qu'il avait peur que je rencontre Samantha, peur que je cause des problèmes. Mais je n'avais aucune intention de faire une scène. Je voulais juste les déstabiliser. Un peu de tension, un peu de malaise. Tant qu'ils n'avoueraient pas, je n'aurais pas besoin d'exposer quoi que ce soit. Je me suis souvenu de la deuxième nuit après avoir reçu ce faux message. Pendant que James dormait profondément, j'ai pris discrètement son téléphone. L'écran s'est allumé. Lumière bleue froide dans la pièce noire. Le message qu'il m'avait envoyé avait disparu, effacé comme s'il n'avait jamais existé. Mon nom de contact avait été changé en femme. Je me suis tenu près de la porte de la salle à manger privée, les yeux sur le couloir, juste à temps pour voir la porte arrière du restaurant.
Samantha portait toujours des plateaux de nourriture. Ses mouvements fatiguaient mes habitués, tout comme la dernière fois que je l'avais vue. Mon téléphone a vibré et la voix de James est venue, douce mais teintée d'inquiétude. « Où es-tu en train de boire ? Je viens te chercher. » Je me suis détourné du couloir, sur le point de répondre, quand une petite silhouette a couru depuis le couloir. Une petite voix criant « Maman !» Samantha s'est figée, son plateau se penchant légèrement. J'ai regardé la petite fille, définitivement Sophie, avec ses cheveux bruns bouclés et ses yeux brillants, courant pour serrer les bras de Samantha contre sa jambe. « Anna, Anna, où es-tu » La voix de James au téléphone a soudainement grimpé. Il avait entendu Sophie. J'ai souri légèrement, ma voix calme. Au restaurant de fruits de mer, pourquoi ? James est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Mon téléphone a vibré sans arrêt avec 4 alertes de violation de vitesse. Il avait enfreint les lois de la circulation, se faufilant dans les rues juste pour arriver le plus vite possible. Pendant que j'étais assise et que je mangeais avec mes collègues, mon écran s'illuminait encore et encore avec des messages de sa part. « Bébé, je suis là. Texte-moi quand tu auras fini. Je suis dehors. Prends ton temps. J'attendrai. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Si c'était avant, j'aurais demandé à mon patron la permission. J'aurais quitté la table tôt juste pour que James n'ait pas à attendre seul. Je n'ai jamais aimé socialiser et je me sentais toujours mal de laisser James attendre dehors dans le froid, mais ce soir, le rassemblement ne me dérangeait pas. Le laisser attendre un peu plus longtemps ne semblait pas être un gros problème. Nous avons quitté le restaurant vers 21h. L'air frais de la nuit rempli de rires et de bavardages de mon équipe. James était adossé à la voiture, une cigarette à moitié fumée entre les doigts. Le restaurant était bondé, les gens allaient et venaient, donc il ne m'a pas remarqué tout de suite. Juste au moment où il glissait son téléphone dans sa poche, Samantha est sortie par la porte arrière, tenant la main de Sophie. James a vu Samantha en premier. Ses yeux se sont figés, un éclair de douleur et de conflit a traversé son visage. Puis il m'a vu, debout en haut des marches, me regardant droit dans les yeux. Il s'est rapidement détourné. J'ai souri faiblement, descendant les marches une par une. Je t'ai dit de ne pas venir me chercher, mais te voilà, dis-je, m'arrêtant et le regardant dans les yeux. Rentrons à la maison. Je me suis assise sur le siège passager, mon regard dérivant involontairement au-delà de la fenêtre vers l'endroit où Samantha tenait le guidon de son vélo électrique, utilisant une main pour attacher un casque à Sophie. Sortie de ce tablier sale et bleu foncé, elle semblait douloureusement mince, comme une ombre qui pourrait disparaître à tout moment. Bien sûr, celui qui ressentait la douleur n'était pas moi. C'était James. Il s'est assis à côté de moi, serrant fermement le volant, ses yeux fuyant vers le rétroviseur où Samantha et sa fille étaient clairement reflétés. J'ai détourné mes yeux, faisant semblant de ne pas remarquer la tension suffocante dans l'air à l'intérieur de la voiture. Le propriétaire du restaurant de fruits de mer m'avait dit que Samantha travaillait là-bas depuis environ 6 mois, uniquement les quarts de jour de midi à 21h. Exactement ce que Sarah avait dit de son cas. Pas étonnant que je ne l'avais pas reconnu avant. James, aussi occupé soit-il, rentrait rarement après 21h. La plupart du temps, nous dînions encore ensemble. La voiture de James n'avait pas encore démarré. Je l'ai regardé et j'ai vu ses épaules raides, ses doigts tapotant légèrement le volant, correspondant à l'atmosphère lourde et humide de cette nuit pluvieuse. « Allons-y, dis-je, tenant mon téléphone, ma voix calme. On dirait qu'il va pleuvoir fort bientôt. » La saison des pluies était arrivée. L'air était chaud et collant. Des nuages épais se tortillaient dans le ciel, annonçant un orage imminent. Effectivement, il a commencé à pleuvoir peu après notre départ. Des gouttes de pluie frappant le pare-brise comme des pierres. À travers l'averse, j'ai vu le vélo électrique de Samantha vaciller. Sophie s'agrippait à la taille de sa mère sur le siège arrière, ses petits bras serrés, son casque décalé par le vent. James conduisait inhabituellement lentement, ses yeux fixés sur eux dans le rétroviseur. Des klaxons retentissaient derrière nous, impatients, mais il agissait comme s'il ne les entendait pas. J'ai également fait semblant de ne pas remarquer, mes yeux errant paresseusement vers la fenêtre. Puis, comme une scène de film au ralenti, Samantha et Sophie ont basculé, le vélo et les corps glissant dans la rue inondée. Les freins ont crissé. Des voitures se sont écrasées derrière dans une réaction en chaîne, un chaos de bruit perçant. James a immédiatement ouvert la portière et s'est précipité dehors, insensible à la pluie ou au klaxon furieux.
Il a couru vers elle, a soulevé Samantha, rapide mais doux, puis a pris Sophie dans ses bras, la protégeant de la pluie battante. J'ai serré mes lèvres et je suis sorti, ni vite, ni lentement, contournant la voiture. 4 voitures derrière étaient bloquées, quelques conducteurs grommelants, certains plus impétueux déjà criant par-dessus le bruit de la pluie. J'ai ouvert mon parapluie, me suis tenu immobile sous l'orage, et n'ai rien dit. Mes yeux se sont fixés sur James. Il se tenait la trempée, ses cheveux plaqués sur son front, serrant Sophie plus fort. Samantha se tenait silencieusement à côté de lui, essuyant la pluie de son visage, ses yeux cremaient fiers. La police de la circulation est arrivée, gyrophares rouges et bleus clignotant dans la pluie. James est revenu vers moi, tout son corps trempé, la pluie dégoulinant de sa veste sur le trottoir. « Anna » a-t-il commencé, ses lèvres bougeant à peine, sa voix hésitante comme s'il n'avait pas encore trouvé quoi dire. Mais je n'avais aucune intention de le confronter ici. « La mère et la fille vont bien ?» ai-je demandé. « C'est une bonne chose que tu aies freiné à temps. Ça aurait pu être grave. » James a laissé échapper un souffle, ses épaules se détendant comme si je venais de lui jeter une bouée de sauvetage. « Elles vont bien » dit-il, sa voix faible. « Juste le vélo qui est tombé en panne. » Je leur ai donné mon parapluie, je leur ai dit de prendre un taxi pour rentrer. J'ai hoché la tête, le laissant s'occuper du reste, et je suis retourné à la voiture, prenant ma place. Environ 20 minutes plus tard, James est revenu, a démarré le moteur, toujours trempé, l'air misérable et mal à l'aise. Il n'a pas parlé du tout du trajet de retour. Son téléphone continuait de s'illuminer avec des notifications e-messages, mais il n'a pas pris la peine de les vérifier. Il a juste serré le volant et regardé droit devant. Mon téléphone a également vibré. Un message de Sarah. Son mari refait ses bêtises. Et un de Samantha Moore. Je sais que tu me regardes de haut, mais je ne suis pas qui tu penses que je suis. J'ai laissé échapper un rire, fin et vide. La vérité, c'est que je ne la regarde pas de haut. Les liaisons. Elles ne commencent jamais avec une seule personne. Mais si je dois regarder quelqu'un de haut, ce sera d'abord James, puis elle. Le lendemain, je me suis assise dans un petit café, à quelques pas de l'endroit où travaillait Samantha. Elle avait texté pour organiser une rencontre. Son ton était court et direct, rencontre près du magasin. C'est pratique pour moi d'aller au travail. Je suis arrivé en avance, j'ai choisi une table près de la fenêtre, la faible lumière du matin après la pluie projetant une lueur à travers le verre, soulignant les gouttes persistantes sur le trottoir. L'air était toujours lourd et étouffant, tout comme mon humeur. Un mélange de suspicion, d'ironie et d'un étrange sentiment de calme. Samantha est entrée, portant un pull léger et un jean, plus soigné qu'avant, mais elle roulait toujours sur le même vélo électrique que James avait dit être cassé. Elle s'est assise en face de moi. Pas de sourire, pas de bonjour, elle a directement abordé le sujet. Crois-le ou non, il ne se passe rien entre James et moi. Il m'a aidé avec mon divorce. J'ai payé pour le service. C'est tout. J'ai commandé 2 verres d'eau glacée. J'en ai poussé un vers elle, mes yeux fixés sur son visage, ne laissant échapper aucune réaction. Je me suis penché, ma voix basse mais vive. Est-ce qu'il t'a jamais dit quand il prévoyait de divorcer de moi? Honnêtement, j'attendais cette réponse depuis longtemps. J'attendais depuis que j'avais secrètement vérifié le téléphone de James. J'attendais depuis que j'avais silencieusement calculé nos biens communs et rédigé un accord de divorce. J'attendais depuis que Samantha m'avait ajouté sur Facebook, mais n'avait envoyé aucun message, comme si c'était un jeu cryptique. Elle m'a regardé, ses yeux vacillant un instant avant de se durcir à nouveau. « Anna, je t'ai dit que je ne suis pas là pour détruire ton mariage. Qu'il divorce ou non n'a rien à voir avec moi, dit-elle, sa voix ferme mais légèrement plus forte, comme si elle essayait de se convaincre. Si tu es déterminé à le voir ainsi, alors je n'ai plus rien à dire. Elle s'est levée, serrant la sangle de son sac, prête à partir. J'ai laissé échapper un rire calme et amer, retenant l'envie de démolir ce front vertueux. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire alors, ai-je demandé. Vas-y. Je t'écoute. Samantha a hésité, puis s'est rassise, ses yeux parcourant mon visage comme si elle cherchait des signes de faiblesse. J'espère que tu gères James mieux, dit-elle, sa voix basse mais délibérée. Il continue de s'immiscer dans ma vie en dehors du travail. Comme ce vélo électrique là-bas, elle a pointé le vélo garé dehors. Je pense qu'il fonctionne toujours bien.
Pas besoin de le remplacer, mais il insiste pour que je le fasse. Je ne veux pas apprendre à conduire, et je n'ai pas le temps, mais il m'a inscrite à des leçons de conduite de toute façon. Je suis restée silencieuse, observant chacun de ses mouvements, la façon dont elle serrait le verre d'eau froide, la façon dont ses lèvres se serraient chaque fois qu'elle mentionnait James. Je ne vais pas très bien, a-t-elle poursuivi, sa voix s'adoucissant. Mais je n'ai besoin de la pitié de personne. La pitié de James me met vraiment mal à l'aise. Mal à l'aise, ai-je demandé, mon ton plat, mais à l'intérieur une vague a gonflé. Alors, tu l'as déjà refusé. Bien sûr, a-t-elle claqué, sa voix montant, visiblement blessée dans sa fierté. Dès le premier jour où nous nous sommes rencontrés, il m'a dit qu'il était marié à toi. Je ne m'attendais pas à ce que son habitude de contrôler les autres n'ait pas changé après 10 ans, elle a soupiré, ses yeux dérivant vers la fenêtre. Je me suis assise en silence, mes doigts tapotant légèrement sur la table, puis les regarder droit dans les yeux. D'accord, j'ai compris, dis-je, mon expression impassible. S'il ne se passe rien entre vous deux, alors je vais être clair. Je n'ai pas l'intention de divorcer de James non plus. Samantha s'est figée, ses yeux écarquillés, ses lèvres tremblants, comme si mes mots avaient brisé quelque chose en elle. Tu ne t'en soucies pas? A-t-elle bégayé, sa voix se brisant. Non, je veux dire, bien sûr que je m'en souciais, mais elle ne valait pas la peine de perdre des mots. Je ne l'ai pas rencontrée aujourd'hui pour me disputer ou me battre pour James. Je voulais juste confirmer jusqu'où les choses étaient allées entre eux. Et comme je le suspectais, d'après ce que Samantha a dit, il n'avait pas franchi la ligne. Pas d'intimité physique, pas de contact romantique, juste une tension émotionnelle, des promesses vagues, des messages tard dans la nuit que James effaçait toujours comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais qui dit que franchir la ligne ne signifie que le sexe? Les messages flirty ne comptent pas? Les messages suggestifs ne comptent pas, changer mon nom et son téléphone en une note ne compte pas. J'ai esquissé un sourire froid, mes yeux fixés sur Samantha. Je comprends ce que tu veux dire, dis-je fermement. Ne t'inquiète pas, je ne divorcerai pas de James à cause de toi. Et James ne m'a jamais dit qu'il voulait divorcer non plus. Je l'ai dit avec une certitude absolue. Non pas parce que je croyais James, mais parce que je savais que je n'étais pas celle qui était impatiente. Au début de la découverte de sa liaison, j'ai été anéanti, désespéré de confronter Samantha, de la forcer à tout admettre. Mais les émotions passent. Je n'ai que 30 ans, alors et si je quittais un homme terrible? Cette pensée ne me faisait pas peur, mais pour Samantha, oui. Son visage est devenu pâle. Ses lèvres tremblaient alors qu'elle répétait comme une prière, c'est bien. C'est bien. C'était neuf. James m'avait proposé le divorce juste après que le mari de Samantha Moore, Victor Lane, soit apparu pour causer des problèmes. Je me souviens encore de ses yeux. Rougis par l'alcool, fixés sur la montre à mon poignet. Sa voix rauque-sifflant à travers les dents serrées. Ton mari s'appelle Turner, non? Un avocat. Il a une liaison avec Samantha. Tu le sais. Travaille avec moi. Je ne suis pas avide. Je veux juste 1 million. J'ai pris une gorgée de café froid, les regardé droit dans les yeux. Pourquoi travaillerais-je avec toi? Mais je savais déjà que James avait négocié avec Victor plusieurs fois. Finalement, le montant a atteint 500 000 $ en échange du silence, Victor renonçant à la garde de Samantha pour ne pas avoir à aller au tribunal et exposer 10 ans de violence. Sarah m'avait dit une fois que Samantha n'avait pas poursuivi son mari en justice, pas seulement à cause de sa famille conservatrice, mais à cause de sa fille Sophie. Elle ne voulait pas que le père biologique de la jeune fille aille en prison pour abus, craignant que cela ne nuise à son avenir. Peut-être que c'est pour ça que Victor était si effronté. Il savait que Samantha ne le pousserait jamais à bout. Victor a laissé échapper un ricanement, sa voix dégoulinant de moquerie. Samantha n'a pas d'argent. D'où crois-tu que viennent ces 500 000 $? Tu vas juste rester là et regarder ton mari donner tout ça à une autre femme. Chaque mot a frappé comme une lame, me tranchant profondément. Mais je suis resté immobile, mes yeux fixés sur les siens, imperturbable. Même si c'est 5 millions, dis-je, ma voix plate. Tant que je ne suis pas divorcé, c'est toujours un bien conjugal. Je peux tout reprendre. N'est-ce pas? Et puis James a proposé le divorce. Il a délibérément pris du temps de congé, et resté à la maison pour faire ses valises comme s'il voulait prouver à quel point il était sérieux. Quand je suis rentré du travail,
ses valises étaient soigneusement alignées près de la porte. Sur la table du dîner se trouvaient des plats qu'il avait préparés, une occurrence rare. Quand il m'a vu entrer, il s'est instinctivement avancé pour m'aider à retirer mes chaussures, mais s'est arrêté à mi-chemin, s'est éclairci la gorge, sa voix tremblante. J'ai préparé le dîner. Je me suis assise, ma main agrippant le bord de la table, mes yeux parcourant les plats familiers qu'il avait appris autrefois juste pour me satisfaire. Alors qu'il apportait la nourriture, James a parlé, sa voix hésitante, mais essayant de rester ferme. Anna, je dis juste hypothétiquement. Et si nous nous séparions? Hypothétiquement, j'ai délibérément laissé tomber la fourchette de mes doigts, les laissé tomber sur la table, puis par terre avec un bruit sec. Mes lèvres tremblaient, ma voix s'étranglant. Cette séparation dont tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? James ne pouvait pas me regarder. Ses yeux erraient, finissant par se poser sur la photo de mariage encadrée sur la table basse. Sa voix s'est brisée, mais les mots sont quand même sortis. Je ne veux plus te mentir. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Divorçons. Je te compenserai généreusement. Quand James a dit ça, sa voix était pleine de culpabilité. Ses mains serraient le bord de la table comme s'il essayait de se convaincre. J'ai soudain ressenti de la curiosité avec toute cette culpabilité. Juste combien comptait-il me compenser? Je n'ai rien dit, assise en silence, essayant de me rappeler les doux souvenirs que nous avions autrefois, me souvenant des vœux qu'il avait écrits lui-même pour notre mariage. Mon nez me brûlait et j'ai réellement pleuré. Quelques larmes ont coulé sur mes joues. Nous avions signé un accord prénuptial car nous travaillions tous deux dans des domaines professionnels et voulions protéger nos actifs individuels. Il n'y avait pas grand-chose à Arguin concernant les biens prénuptiaux. Quant à ce qui est venu après, James a continué, semblant plus confiant maintenant. Après le mariage, les 2 appartements d'investissement, nous en prenons un chacun. Nous partageons l'argent 50-50e. Et sa compensation, la maison dans laquelle nous vivons actuellement, t'est accordée, plus un soutien mensuel. Il m'a fait glisser les papiers du divorce, les doigts légèrement tremblants, les yeux évitant les miens. Regarde. Si tout va bien, nous pouvons rencontrer l'avocat demain et le déposer auprès du tribunal. Comment tout pouvait-il aller bien? Ce n'était pas moi qui étais pressé de divorcer. J'ai reniflé, je me suis levé, je suis allé à la cuisine chercher une nouvelle fourchette. Chaque pas lent et délibéré, étirant le moment. Comme son travail s'était intensifié, James avait arrêté de cuisiner. À l'époque où nous nous fréquentions et vivions ensemble, il avait appris beaucoup de plats justes pour correspondre à mes goûts. Après le mariage, j'ai choisi de travailler comme conseillère juridique interne dans une entreprise aux horaires fixes, alors j'ai pris en charge la cuisine. Mais ce soir, les plats qu'il avait préparés, les mêmes que j'avais autrefois loués, avaient maintenant un goût fade, même un peu âcre. James continuait de jeter des coups d'œil à l'horloge, ses doigts tapotant la table. Mais j'ai pris mon temps, savourant chaque bouchée, étirant le repas. La société de déménagement n'est pas arrivée avant tard dans la nuit. La sonnette a retenti. Les coups à la porte ont traversé le silence étouffant. James s'est précipité pour ouvrir la porte, dirigeant tout proprement, levant la voix exprès, comme pour souligner sa détermination. Anna, je suis sérieux. Tu vois bien que je déménage ce soir. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Il a traîné une chaise et s'est assis lourdement, les yeux fixés sur moi. J'ai posé mon verre d'eau, j'ai ramassé l'accord de divorce, j'ai passé mon doigt le long des lignes. D'accord, je vais parler franchement alors, dis-je. Je prendrai tout l'argent liquide ou nous partagerons l'argent, mais les 3 maisons me reviennent. James s'est figé, a presque sauté, mais il s'est retenu. Son visage est devenu rouge vif. Chaque émotion s'est affichée, colère, choc, et une trace de panique. Je ne suis pas d'accord, dit-il, sa voix basse mais menaçante. Anna, tu sais, je ne veux juste pas faire traîner ce divorce. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas gagner une affaire. Bien sûr, je savais, mais si cela allait au tribunal, j'avais la patience d'attendre, les moyens de le prolonger, mais qu'en était-il de Samantha? Avec sa vie brisée et Sophie, pouvait-elle se permettre d'attendre? C'est ça, alors? J'ai jeté l'accord de divorce sur la table. Laissons le tribunal s'en occuper. Je me suis levé et je suis retourné dans ma chambre. Un divorce par voie judiciaire est un long processus, des audiences de dépôt au jugement. Il peut s'éterniser pendant des mois, voire des années.
Tant que nous n'étions pas légalement divorcés, Samantha n'oserait pas aller de l'avant. Victor, son mari violent, n'obtiendrait pas l'argent et continuerait de s'accrocher à elle comme un fantôme. Ce cycle se répéterait. Et celui qui serait le plus impatient de tous serait James. Je me suis souvenu de la fois où Victor était venu chercher Samantha et avait fait du bruit. Ce jour-là, James a reçu un appel de sa part. Il y avait du chaos à l'autre bout du fil, et j'ai même pu entendre Sophie pleurer. James s'est précipité hors de la maison dans un accès de panique, sans même prendre la peine de prendre son manteau. Je l'ai suivi. Quand je suis arrivé au restaurant de fruits de mer, l'air était épais et lourd à cause de la foule rassemblée devant la porte arrière. Victor se tenait là, tirant les cheveux de Samantha, sa voix rugissant comme une bête. « Petite salope, alors c'est pour ça que tu veux divorcer. Tu as trouvé un homme riche, hein? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne divorcerai jamais de toi. Ne pense même pas à t'enfuir. » Samantha, maigre et tremblante, essayait de se libérer. Sophie, la petite fille aux cheveux bouclés, s'agrippait à la jambe de Victor, sa petite voix criant « Ne frappe pas maman. Tu es un mauvais papa. » C'est à ce moment-là que James a poussé la foule, son visage rouge écarlate, fonçant comme une tempête. Au moment où Sophie l'a vu, elle a lâché Victor et a trébuché vers James, ses petits bras tendant la main à l'aide. « Oncle, sauve ma maman » a-t-elle crié, s'enroulant étroitement autour de sa jambe. James s'est agenouillé, a pris Sophie dans ses bras, ses yeux remplis de douleur, mais inébranlable comme s'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour les protéger. Pendant les 6 derniers mois, Samantha avait transféré de l'argent à Victor chaque mois. Elle ne voulait pas qu'il se présente constamment et encore moins que sa fille le voie, même si elle avait consulté un avocat et avait évoqué le divorce avec lui. Ma meilleure amie m'a dit qu'elle ne comprenait pas le comportement de Samantha. Pourquoi continue-t-elle à faire ça? Elle a des preuves des violences de Victor. J'ai répondu, plus elle agit comme ça, plus James la regarde. Et plus James la regarde, plus il est déterminé à divorcer de moi. Et comme prévu, quelques jours plus tard, j'avais à peine ouvert la porte de ma chambre quand James m'a appelé, sa voix basse mais lourde. D'accord, je suis d'accord. Il se tenait près de l'embrasure de la porte, la serrant fermement, son visage tendu, pas du tout comme un homme promettant de tout abandonner pour être avec celui qu'il aimait. Demain, 9 heures au cabinet d'avocat, j'ai prévu un rendez-vous avec l'avocat. Après le départ de James avec l'entreprise de déménagement, mon téléphone a vibré. Victor Lan a appelé, sa voix sifflant à travers le récepteur. « Tu as accepté le divorce, idiot. Comment as-tu pu les laisser partir si facilement ?» Je n'ai rien dit. J'ai bloqué son numéro à cet instant précis. Je détestais Victor Lan. Je détestais le genre d'homme qui vit aux dépens des femmes, les traîne dans la boue, et agit toujours comme s'il méritait quelque chose. En attendant que le divorce soit finalisé, James a transféré les titres de propriété des 3 biens immobiliers à mon nom. L'argent liquide a été partagé équitablement comme convenu précédemment. Il avait besoin de l'argent. Dans la situation de quelqu'un comme Samantha, un divorce mutuel était le meilleur résultat. Plus cela traînait, plus cela devenait compliqué. Alors, quand Victor a exigé 500 000 $, James a dû payer. Le lendemain du divorce de James et moi, Samantha et Victor Lan ont également déposé leur demande. L'accord de divorce a été rédigé par James lui-même. Il a transféré 200 000 $ à Victor d'avance comme à compte. Pendant ce temps, Victor venait me voir à plusieurs reprises. Il sondait, essayait de savoir combien d'argent James avait encore. La cupidité humaine ne connaît pas de limite. Cette fin béante, peu importe combien tu donnes. Ce ne sera jamais assez. Je l'ai ignoré. Mais j'ai commencé à aller dans des endroits chics plus souvent, je me suis acheté des choses plus belles. J'avais l'habitude de croire que la vie n'avait pas besoin d'être extravagante, mais maintenant je pense que la vie ne se produit qu'une fois, alors autant en profiter. Après tout, l'argent était là. Je savais que Victor Lan me regardait. Alors, le lendemain même, après le divorce de James, Victor s'est retourné aux portes du tribunal. Transfère-moi encore 1 million ou je ne divorcerai pas, 1 million. Honnêtement, c'était presque amusant. J'ai commencé à regarder Victor Lan différemment. Grosso modo, en incluant les comptes de courtage et d'investissement de James. Le total s'élevait à un peu plus de 1 million. Samantha se tenait devant le cabinet d'avocat, vacillant comme si elle allait s'évanouir. Ses yeux étaient rouges, ses lèvres tremblaient.
C'est assez, James. Ne t'inquiète plus pour moi. Victor Lane, je ne divorce pas de toi. Rends les $200 000 à James. Ce doit être ce que le complexe de sauveur ressemble. Plus elle disait des choses comme ça, plus James devenait paniqué, et dans un moment d'impulsion, il a accepté. Une fois les papiers du divorce signés, Victor a souri et a vérifié le solde de son compte tandis que James tenait Samantha, la réconfortant avec des mots doux. Tu vois, n'est-ce pas mieux maintenant? Mieux? Rien dans tout cela n'était mieux. L'accord de divorce que James avait écrit, Victor l'a apporté à quelqu'un d'autre pour qu'il le révise, et par coïncidence, cette personne était une ancienne étudiante de ma meilleure amie. La jeune fille n'était pas sûre, alors elle l'a ramenée pour demander à son professeur. C'est à ce moment-là que la vérité a éclaté. La clause qui interdisait à Victor Lane de voir sa fille était illégale et nulle. Selon la loi, les droits de visite ne peuvent être suspendus que dans des circonstances juridiques spécifiques et avec l'approbation du tribunal. Il n'y a aucune chance que James ne le sache pas. Ma meilleure amie m'a regardé avec confusion. Peut-être qu'il était trop émotif pour réfléchir clairement. Peut-être que Victor Lane n'était pas exactement bien éduqué. Chaque fois qu'il parlait à James de divorce, tout ce dont il parlait était l'argent. C'est probablement pour ça que James pensait pouvoir régler tout ça avec de l'argent. J'ai soupiré. James a emménagé avec Samantha. Il lui a non seulement fait quitter son travail au restaurant, mais l'a aussi conduite à ses leçons de conduite. J'ai tout découvert sur Facebook. Samantha postait régulièrement des photos de famille de 3 personnes, exhibant clairement. La plupart de ces légendes suggéraient la fierté. James ne postait jamais rien. Un soir après le travail, ma meilleure amie m'a invité à dîner. Dès que je suis arrivé, elle a abordé la dernière nouvelle concernant James. Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais cela pourrait en fait te rendre heureuse. Victor Lane force maintenant James à lui payer $5 000 par mois, sinon il se présentera à la porte de Samantha et de l'enfant. J'étais un peu surprise. Ma meilleure amie a haussé les épaules. Il a même causé une scène au cabinet d'avocat de James. Les clauses de l'accord de divorce étaient trop extrêmes. Si Victor remuait les choses, la plupart pourraient être invalidées. Et James a accepté ça, ai-je demandé distraitement. Pas sûr s'il a accepté ou non, a-t-elle répondu. Mais après le scandale, James a été convoqué dans le bureau du partenaire. Le lendemain, il est parti en congé indéterminé. J'étais un peu interloqué. Avant toute cette affaire de Samantha, James m'avait dit que le cabinet prévoyait de le promouvoir. C'était l'une des grandes raisons pour lesquelles il avait accepté mes conditions de divorce en premier lieu. J'ai juste esquissé un sourire froid. La prochaine fois que j'ai revu James et Samantha, c'était à notre réunion d'anciens élèves de l'université. Ils ont même amené la fille de Samantha, Sophie. J'avais bloqué James et Samantha sur Facebook il y a longtemps. Après avoir quitté le monde de l'entreprise, ma meilleure amie n'avait plus eu de nouvelles de lui non plus. James avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Le costume sur mesure qu'il portait autrefois si bien lui allait maintenant mal. En revanche, Samantha semblait aller mieux. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est approchée joyeusement. Anna, ça fait longtemps. Sophie, dis bonjour à tante Anna. Je n'avais presque jamais regardé sa fille de près. Mais maintenant, en regardant attentivement, la fille ressemblait beaucoup à Victor. Je n'avais pas envie de dire quoi que ce soit, j'ai juste hoché la tête et j'étais sur le point de partir. Mais Samantha s'est approchée et m'a attrapé. Ça fait si longtemps. Allons faire un tour et rattraper le temps perdu. Avant que je ne puisse répondre, James a parlé. Il n'y a rien à dire. Ne rends pas les choses gênantes. Tu penses que tout le monde est comme toi. Il n'a pas fini car Samantha a soudainement explosé. Sa fille a eu peur et s'est cachée derrière James. Et moi, a-t-elle crié. James, tu me détestes maintenant, n'est-ce pas? C'est toi qui m'as dit de divorcer. Tu ne te souviens pas de ce que tu as dit. Pendant qu'elle criait, elle m'a attrapé le bras. Tu ne te souviens pas de ce que tu as dit? Ne regrettes-tu pas d'avoir divorcé d'Anna? Alors vas-y et demande-lui si elle te reprendrait même. C'était douloureusement gênant. Je ne m'attendais pas à ça. James n'avait jamais légalement épousé Samantha. Ma meilleure amie s'est précipitée pour la bloquer. Outre une entorse à la cheville due à la prise, rien de grave ne s'est passé. Ma meilleure amie m'a aidé à me stabiliser, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit,
James a baissé la tête et a dit « Je suis désolé. Ta jambe va bien? Je couvrirai les frais médicaux. » Elle était sans voix, le regardant avec incrédulité. Autrefois un avocat respecté et maintenant ça. Aucune trace de fierté. Au moment où James a mentionné de payer mes frais médicaux, Samantha a claqué, le poussant fort. Elle m'a montré du doigt, sa voix venimeuse. Anna, arrête de faire semblant. Juste une petite traction et tu veux de l'argent pour les soins médicaux. Quand es-tu devenu si fragile? Tu es toujours célibataire, n'est-ce pas? Tu essaies de reconquérir James, n'est-ce pas? Écoute. Sa tirade a été interrompue par une forte gifle de James. C'était si fort que même les plus polis, qui évitaient habituellement les drames, ont tourné la tête. La fille de Samantha a tiré sur sa manche, sanglotant. « Maman, arrête de faire du bruit. » Faire du bruit? Quel bruit? Samantha a crié, ses yeux lançant des éclairs rouges. Je te suis depuis plus d'1 an, et tu ne m'as toujours pas donné de titre. Tu voulais juste coucher avec moi et partir, n'est-ce pas? Si ce n'est pas pour toi, je n'aurais jamais divorcé. Le chaos s'est finalement terminé lorsque le personnel de l'hôtel est intervenu. Les organisateurs de la réunion ont arrangé une salle privée pour calmer les choses. James a murmuré, ça va. Nous partons maintenant. Il a pris la fille de Samantha par la main et s'est éloigné sans regarder en arrière, laissant Samantha sanglotant et courant derrière lui. J'étais honnêtement choqué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse comme ça. Même avec une bombe comme Victor Lann, le système juridique aurait pu tout résoudre. Qui sait? Peut-être même les 2 millions de dollars auraient pu être partiellement récupérés. Ce n'est qu'en entendant un camarade de classe prendre la parole que j'ai finalement tout compris. James n'était jamais passé par la voie légale. Il avait même accepté la demande de Victor de 5 000 $ par mois. Cet accord de divorce, James l'avait écrit lui-même. Victor a menacé d'exposer tout s'il ne payait pas. En tant qu'avocat, les choses les plus importantes sont la compétence et la réputation. Victor a utilisé la relation louche de James et Samantha pour le faire chanter. Bien sûr, l'éthique professionnelle compte aussi. A ajouté le camarade de classe. C'est pourquoi James a cédé. Mais une fois que Victor s'est habitué à l'extorquer, il a continué. J'ai dit qu'il n'y avait rien à être surpris. C'est exactement pour ça que j'avais catégoriquement refusé de coopérer avec Victor Lann dès le départ. Cette soi-disant coopération n'était qu'un moyen pour lui de resserrer la laisse et de continuer à demander plus. La cupidité de Victor Lann n'avait pas de fond, de 5 000 $ par mois à 10 000 $, puis encore plus. Finalement, James n'en pouvait plus et a finalement intenté une action en justice. Mais avant que le procès ne se termine, Victor Lann s'est saoulé, a pris la route de l'autoroute à toute vitesse et s'est écrasé, se tuant. Toute l'histoire ressemblait à quelque chose sorti d'un roman. Les rebondissements et le drame m'ont pris du temps à assimiler. Honnêtement, Victor Lann est mort, c'était mérité. Quant à James et Samantha, je n'ai plus jamais entendu parler d'eux depuis. Depuis lors, aucun d'eux n'est jamais apparu aux réunions d'anciens élèves. Nos amis ont discrètement compris et ont arrêté de les mentionner. Après avoir quitté le monde de l'entreprise, j'ai rejoint un cabinet d'avocats. J'ai traité pas mal d'affaires de divorce. Et j'en suis venu à réaliser qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde comme James et Samantha. J'ai parlé à de nombreux clients et j'ai constaté qu'ils avaient tous une chose en commun. Les femmes tragiques aspiraient toujours à être sauvées par un homme. Et les hommes qui essayaient de les sauver se croyaient toujours des super-héros. Et le résultat, quel résultat pouvait-il y avoir?